Eh bien, bonsoir à tous. Ouais, hein, pardon? Debout, 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 debout. Il veut des debout. L'homme veut des debout. Alors, très bien. Je vous dirais bien que j'ai mis une cravate, mais j'en mets tout le temps. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette édition. J'espère qu'on a encore quelques gens qui sont en haut en train de finir leur bière. On devrait leur dire qu'on peut l'amener ici. Ce serait quand même vachement plus sympa. C'est une édition, j'allais dire, un peu particulière. Oui et non, parce qu'en fait, on aimerait que ce type de choses se renouvelle de plus en plus à Level Up, mais de commencer à sortir un petit peu du carcan juste qu'on avait tech art sur le temps réel pour ouvrir beaucoup plus sur l'art en général et ce que ça va impliquer dans nos métiers audiovisuels, jeux vidéo, etc. Donc ce thème-là, on l'a un peu porté. Moi, je suis très content d'accueillir tous ces gens que je vais vous présenter et de pouvoir faire cette conférence. Alors, on l'a donné au seul végétarien de la bande. Y a-t-il un lien de cause à effet? Je ne sais pas. En tout cas, on va y aller. C'est une problématique. Je vais m'asseoir maintenant, si tu permets. C'est une problématique, l'écologie, qui est une problématique sociétale, enfin, dans laquelle on ne peut plus vraiment échapper. On en parle beaucoup. C'est devenu aussi quelque chose là, on va parler un petit peu ce soir de qu'est-ce qui va se passer quand on veut fabriquer. On pourrait presque parler aussi de qu'est-ce qui va se passer quand on veut le raconter, puisque ça devient aussi un sujet de plus en plus fréquent. J'ai vu que l'édition des Cahiers du cinéma de ce mois-ci était sur l'écologie, notamment sur les sujets, etc. Donc c'est bien que c'est quelque chose dont il faut s'emparer. Pour discuter de tout ça ce soir, j'ai avec moi 3 personnes incroyables. Voilà. Hélène Dudragne, qui est donc directrice des opérations chez Flying Sequoia. Tu nous en parleras un peu plus en détail, mais qui va aider un petit peu, qui a mis en place des outils, puis va aider un peu les gens et les entreprises sur cette transition écologique. Jean-Baptiste Ouéry, qui est producteur et donc patron d'Andelou, donc en production. Oulala, qui est donc le studio. T'es au CA d'Anime France, tu gères la Cartouche Verte, l'association en tout cas mis en place, voilà, donc plutôt là aussi sur de l'aide sur la transition, mais dans le sud. Voilà. Et puis surtout copilote avec Anna Mouchès de Carburator, qui est un des outils dont on va reparler aussi avec Seco2, qui sont agréés par le CNC pour pouvoir faire les calculs des bilans carbone. Et on va revenir dessus. Et puis Aristote Douroudakis, qui est avec nous et qui est donc producteur avec ou sans vous, si je ne m'abuse, et qui est qui va nous offrir aussi son point de vue, lui, de producteur qui décide de prendre en main le problème et du coup, comment on fait quand, un petit peu comme vous avez des boîtes ou quand vous êtes graphiste ou superviseur au sein d'une société et qu'est-ce que déjà je peux faire, par où je peux commencer, comment on peut arriver à porter un petit peu ces sujets-là. Donc voilà, donc je parlais un petit peu d'une prise de conscience globale et moi c'est un peu le premier truc sur lequel j'aurais envie d'échanger avec vous, c'est vous, cette prise de conscience dans nos métiers, parce qu'à la base on se dit pas forcément que c'est pas le premier métier sur lequel on va penser, tiens, qu'est-ce qu'on peut agir écologiquement, peut-être parce qu'on a un peu cette vision du dématérialisé, on n'est plus en train de fabriquer des choses, en tout cas, on n'est plus dans des métiers beaucoup quand on produit avec de la maquette, des matières, etc. On a un peu cette vision que le numérique n'existe pas. Donc à quel moment, comment vous, c'est arrivé à ça, à cette prise de conscience et à se dire c'est le moment de basculer. Et nous avons 2 micros, et je peux passer le mien également. Je ne sais pas qui veut commencer, comme vous voulez. Vas-y. Je commence. Hein. Alors, moi, je pense que c'était 2019. Et je crois que c'était le moment où, chez moi, j'avais mis en place tout ce que je pouvais pour avoir un impact positif sur l'environnement. Et un jour, je vois l'homme de ménage qui descend les poubelles et qui prend tout ce qui était en tri et qui met tout dans la même poubelle, en fait. Et ce jour-là, je me suis dit, putain. Je me suis dit, ce que je fais chez moi ne sert absolument à rien. Et donc, là où je peux impacter, c'est au travail. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y a un truc psychologique qui fait que quand on passe du monde personnel au monde du travail, en fait, sa conscience écologique, on la met un peu de côté. On ne se rend pas compte. On se dit, c'est pas moi, c'est l'entreprise, quoi. Enfin, d'une certaine manière, moi, je peux rien y faire. Et du coup, c'est une espèce de désinvestissement qui fait qu'on ne se rend pas compte. L'impact qu'on a, il est encore plus important quand vous allez travailler que quand vous êtes chez vous. Et d'autant plus qu'il y a une espèce de désintérêt collectif qui s'est installé allègrement au fil des années. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de travail à faire, quoi.
veux dire, je pense que c'est plus important d'agir dans le cadre du travail que dans votre vie personnelle, en réalité. Voilà. Donc c'était ça mon déclic. Quelqu'un veut ajouter un truc? Un peu la même trajectoire. D'abord la vie perso et à un moment se dire en fait je peux pas travailler complètement désengagée alors que je suis extrêmement engagée dans ma vie perso et il faut que ça se coordonne. Moi ça a commencé un peu avant puisque avant d'être chez Flying Sequoia j'ai eu d'autres vies professionnelles et dont j'ai passé 10 ans à la commission du film Île-de-France qui est un des membres fondateurs de l'association EcoProd et donc ça fait très longtemps que je travaille sur ces questions-là. D'abord sur la question des tournages, de la collecte des déchets, etc. Donc sensibilisation, il y a presque 10 ans sur ces sujets-là, sur les tournages, où on était un peu des ayatollahs, où tout le monde nous regardait en mode « vous nous parlez des déchets, c'est tellement pas sexy ». Voilà. Globalement aussi, hein, vie perso, vie professionnelle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une question générationnelle aussi. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours eu un écho proche de l'éco-responsabilité. Éteignez les lumières, faites attention, faites le tri. Enfin, ça, c'est ancré tout jeune. Donc, en plus, j'ai fait une école d'artiste, donc encore plus profondément, on arrive tout de suite dans un milieu qui est entièrement, qui est pas mal plus étendu en termes de végétariens et qui ont des causes profondes de défense, des volontés. Donc, c'est sûr qu'on arrive comme ça et puis moi, je suis arrivé dans le monde des VFX, des effets visuels. Et là, on prend une claque parce que le monde professionnel des effets visuels, il n'en a rien à faire absolument des démarches écologiques en 2020-2021. Et donc c'est très intéressant, on se fait confronter et on essaye de faire un premier pas. Et on a de la chance, c'est justement ce genre d'événement. Ce genre d'événement comme celui-ci et comme un autre qui progressivement plante des graines dans la tête de personnes qui sont intéressées et qui s'amènent à essayer de dépendre leur démarche, juste un début de conversation. Et après, c'est des actions, et après, ça devient un réel engagement. Moi, je me rappelle, une de celles qui m'a le plus marqué, c'était les journées d'éco-prod qui étaient organisées à côté de Châtelet, au centre de... Ouais, l'Académie nucléaire. Et moi, je me rappelle la première année où ils l'ont faite, je l'ai trouvée nulle, parce que c'était vraiment que dans la vie, pour faire des efforts écologiques, il faut faire ça. Et et on se dit, bon, c'est vrai que c'est des choses en fait banales. Et puis finalement, on se pose et on se dit, ils ne sont pas si banales parce qu'on ne les fait pas dans le monde professionnel. Et la deuxième année, elle était magnifique, où on y allait, parce qu'on avait eu 1 an de retour d'expérience, vraiment de gens qui s'étaient engagés et qui rapportaient les actions qui avaient été mises, les complexités, et finalement, qu'est-ce que ça donne. Mais du coup, je pense que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce genre de petits événements qui amènent à réfléchir doucement comment est-ce qu'on peut amener toutes ces démarches partout. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est du coup, quand tu parles de démarche et tout ça, puis quand je suis un petit peu votre parcours, c'est justement de se dire véritablement qu'est-ce qui se passe, tu vois, quand tu parles de ça, quand JB, tu dis toutes mes poubelles que je trie, elles se retrouvent au même endroit. Donc, je trouve que c'est intéressant de se dire comment est-ce que je connais mon impact réel et comment est-ce que je vais pouvoir agir dessus. Mais ça passe, si je prends une démarche scientifique, par déjà connaître mon impact réel. Et là, je voudrais qu'on aborde peut-être déjà la création de Carburator, voir un peu comment tout ça est arrivé, puisque toi, tu étais copilote dessus. Et puis, puis on pourra aussi parler des outils du coup de Flying Sequoia et de ce qui... J'ai pas fini cette phrase, mais je t'en prie. Je commence à nouveau. Je sais pas si ça change, si quand même un peu. Donc le Carburator, comment on est venu à ça? Donc il y a un syndicat des producteurs qui s'appelle Anime France, qui représente la majorité des gens qui travaillent dans l'animation en France. Et moi, je suis membre de ce syndicat et je leur ai remonté en 2020 une idée que j'avais. C'était avant que le CNC mette en place le plan action. Et je leur ai dit, en fait, on va faire de la production éco-responsable un avantage concurrentiel pour l'animation française. Pourquoi? Parce qu'on a un mix énergétique qui est imbattable en France et qu'on a besoin de créer des avantages concurrentiels si on veut continuer à faire venir des gens et faire venir... le jour où les gens auront des obligations de produire vert, il y aura des studios d'animation qui vont juste attendre les bras. Ça sera nous, en France. Et donc je leur ai dit, le premier pas selon moi, parce que j'avais regardé un peu dans d'autres secteurs, c'est de comprendre ce qu'on fait, de savoir mesurer et d'avoir des éléments de comparaison. Et donc je leur ai dit, faisons un calculateur carbone. Donc c'était en plein Covid, alors ils m'ont écouté, parce qu'à ce moment-là, tout le monde avait
Je sais pas s'ils regrettent ou pas à l'époque. Et il y avait Timto aussi, donc Corinne et Guillaume à fond. Ah ouais, non mais super, on va faire un calculateur, mais on va pas le faire comme les autres, on va le faire nous-mêmes. Et j'ai là, ah ouais, putain, ouais, non, j'étais là, ah, t'es sûr? Ouais, c'est pas si compliqué, nous on l'a déjà fait, ok, d'accord. Et donc le syndicat commence à se dire, mettre des directeurs de studio dans la pièce, parce qu'il y a des producteurs qui ont des studios, il y en a un paquet, et dans ce syndicat il y en a plusieurs, et du coup, on s'est dit, on va faire une espèce de comité scientifique, qui va faire un projet comme on ferait un dev, comme on le fait habituellement dans un studio, quoi. Et ce truc-là est parti, sans budget, sans rien. On a juste payé un expert carbone pour nous aider à y voir un peu plus clair, de comprendre qu'est-ce que c'était que des facteurs d'émission. Mais on est parti assez spontané, on a ouvert les portes les unes après les autres. Et on a fait une V1 qui, on a continué, on a fait une V2 qui était encore mais là, il y a quand même beaucoup de gens qui commençaient à s'y intéresser. Et ça nous a surtout permis d'aller au CNC pour aller obtenir des belles subventions qui nous ont là permis d'envisager une V3. Et au milieu de notre parcours, le CNC a commencé à mettre en place ce qu'ils appellent le plan action, qui était l'éco-conditionnalité des aides. C'est-à-dire que tout producteur en France qui veut produire un film, on va tous au CNC, donc 100% des projets français. Alors, on est obligé d'aller chez eux. Donc eux, ils se sont dit, on n'a qu'à mettre l'obligation de produire un bilan carbone à toutes les œuvres au début et à la fin d'un projet. Comme ça, ils seront obligés de le faire. Et puis on va tous progresser. Donc ils ont mis ça en place sur le tournage avant l'animation. L'animation, parce que c'est un point que j'ai oublié de dire, mais l'animation, généralement, tout le monde s'en fout un peu. C'est pour ça qu'on est très fédéré et qu'il y a... La notion de concurrent, elle est quand même très light en animation. C'est un secteur qui est sympa pour ça. Et c'est dû pour moi à cette raison-là, c'est que les gens nous oublient en fait. Donc là, ils nous avaient oubliés. Et donc on est revenu avec cette idée de calculateur qui était adapté à notre besoin. Parce qu'il existait des calculateurs pour les tournages, mais ils ne correspondaient absolument pas aux besoins qu'ont les studios d'animation. Donc là, on a fait un calculateur qui part des studios et qui remonte au producteur en fait. C'était un peu la manière inverse de penser, mais qui est intéressante. C'est-à-dire que vous allez faire le bilan de ce que consomme votre studio, et vous allez dans une approche un peu de comptabilité analytique, vous allez lui ensuite mettre vos œuvres, ce qu'elles consomment, le pourcentage de ce qui est dans le studio qui est consommé, pour obtenir un bilan carbone. On pourrait rentrer dans le détail, mais en gros, c'était ça l'approche. Donc, ce qui demande, vous dans les studios, je pense que tout le monde cette année va commencer à être bassiné par cette question parce que c'est rentré en application le 1er mars de cette année. Donc, le producteur va demander au studio, donne-moi ton bilan. Le bilan va aller voir ses équipes. Le studio va aller voir toutes ses équipes. Alors, ça dépend des postes, c'est surtout la production et les équipes techniques qui sont concernées, mais vous allez voir des formulaires à remplir sur ce que vous mangez, comment vous venez au studio, etc., etc. Ça va circuler dans tous les studios d'animation au cours de cette année, je dirais. C'est notre faute. Désolé. Voilà. Et donc, l'approche, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, mais l'approche, c'était l'approche d'un calculateur carbone. Elle est avant tout pédagogique. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de déjà mettre tout à plat sur la table et comprendre quel est notre impact. Voilà. Et des choses auxquelles on ne penserait absolument pas. Donc, en creusant, vous pouvez aller quand même assez loin et vous pouvez déterrer des choses qui vous font prendre conscience de « Ah oui, ça, je n'avais même pas idée que cette consommation de ressources existait, quoi. » Enfin, c'est un truc qui donne le vertige un peu. Donc, vous mettez tout à plat, vous mesurez tout, et une fois que vous avez tout fait, vous allez voir les ordres de grandeur aussi. Vous allez voir « Ah ouais, mais moi, j'avais imaginé que c'était ça le vrai problème, mais en fait, le vrai problème, il est là. » Et ça va... C'est quelque chose qui, progressivement, dans le secteur, va tous au moins nous faire prendre conscience. Et dans un second temps, j'en parlerai après, il y a un gros enjeu à ce que on arrive à intégrer toutes les équipes dans tous les studios notamment, quoi. Que ce ne soit pas un truc de patron, quoi. Voilà. Okay. Et du coup, Hélène, sur ce que
En fait, à Flying Sequoia, vous avez aussi un calculateur carbone qui est homologué par le CNC. Et l'idée, c'est que, comme l'a dit JB, toi, vous êtes plus sur l'animation. Et c'est aussi, du coup, d'autres calculateurs qui œuvrent plus VFX, tournage. Complètement. Donc, le calculateur Carbulator, c'est le seul calculateur homologué pour l'animation. Et voilà, si vous voulez déposer vos bilans carbone en anime, c'est Carbulator. Par contre, sur la prise de vue réelle, les VFX ou les jeux vidéo, il y a d'autres calculateurs. Les jeux vidéo, c'est Gyros. Et sur les prises de vue réelle, il y en a 3, dont celui de Flying Sequoia, qui s'appelle Seco 2, qui s'appelle Seco 2 jusqu'à maintenant, puisque on n'est pas là pour parler de ça, mais tout va changer. Tout est en train de changer. Nos premiers clients sont en train de tester une toute nouvelle solution qui sort là, peut-être aux alentours du milieu du mois de mai. Au hasard, voilà. C'est une exclusivité level up pour la oui. Oui. Parce magnifique. qu'en fait, ça, c'est du journalisme. Puisqu'en fait, en interne, le go live de la partie carbone structure se fait vendredi matin. Donc, c'est même pas encore en live. Donc, voilà. Donc, on n'en dira pas plus pour l'instant, mais voilà, on est sur des... Mais effectivement, le carbone, c'est hyper intéressant parce que c'est un super cheval de Troie pour entrer dans les questions de la production responsable. Ça veut dire que le carbone, c'est peut-être 10% de l'impact ou des questions de responsabilité, de sobriété et d'écologie en production. Et la démarche globale du plan action du CNC que tu as évoqué, c'est une démarche qui s'inscrit sur plein d'autres thématiques. Et donc, quand on parle de production éco-responsable, on parle évidemment du carbone, mais on parle aussi de biodiversité, de plein d'autres choses. Mais la porte d'entrée du carbone permet de parler de tous les sujets. Quand on parle d'alimentation, on parle de carbone. Quand on parle de déplacement, on parle de carbone, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc effectivement, on a des outils. On a 7 outils qui permettent de faire du calcul carbone. Mais on se situe aujourd'hui avec Flying Sequoia plutôt à l'échelle des sociétés et des structures, justement pour embarquer l'ensemble des équipes et pas simplement l'éco-référent ou les régisseurs qui vont faire la collecte des informations sur les tournages ou dans les studios pour avoir les infos du carbone. Par exemple, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que je voulais dire j'ai été perturbée. Donc du coup, effectivement, on travaille avec les structures pour développer toute une démarche globale où tu pars de ton objectif, de ce que tu as envie de faire. Et on va établir une cartographie de toute ta société, de tes parties prenantes, de ton matériel, de tout ce qui considère l'écosystème de travail de ta boîte. Et après, on va venir collecter toutes les informations de ta société, définir un collecteur qui correspond à ta boîte, à tes spécificités de métier, etc. Faire des calculs. On a un ingénieur carbone dans l'équipe en interne qui fait tous les calculs, toutes les analyses et qui sort un bilan carbone de structure et pas de projet. Ça veut dire que le carbulator et les aides du CNC par rapport au bilan carbone prévisionnel et définitif, l'éco-conditionnalité des aides, c'est lié à des projets. Nous, on travaille, le Seco 2, c'est au niveau du projet, mais on travaille aussi beaucoup au niveau des structures parce qu'effectivement, projet par projet, ça ne suffit pas. C'est la structure en entier qui doit être embarquée. Espèce de frais fixe du carbone, quoi, qui reste... oui, voilà, on peut le voir comme ça. Effectivement. Et après, correspondre à la réglementation nationale et internationale, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de mots comme la CSRD, je ne sais pas si ça vous parle, ou en tout cas de stratégie nationale bas carbone. Toutes les entreprises aujourd'hui d'une certaine taille, mais ça veut dire que tous les streamers, TF1, M6, etc., sont concernés par ces réglementations, elles doivent fournir des rapports qui disent leur consommation, qui disent leurs engagements, etc. Donc en fait, en tant que prestataire de ces sociétés, quand vous travaillez dans une boîte de VFX ou dans une boîte d'anime ou que vous produisez du contenu, à un moment, ces streamers-là et ces diffuseurs-là vont vous demander des comptes et des informations. Donc nous, on accompagne les boîtes pour fournir ces données-là. Très bien. On y reviendra parce que justement, je voulais qu'on parle aussi un petit peu sur la fin de nos modes de consommation qui ont changé. Du coup, là, quand on parle de toutes ces informations déclaratives, etc., la première question qui, moi, me vient à l'esprit, c'est un peu qu'est-ce qui coûte dans une boîte et dans une production. Et quand on a un petit peu préparé ces entretiens, j'ai eu Aristote au téléphone, et tout à l'heure, ce qui me marquait, c'est quand tu me disais que toi, avant même ta propre société, quand tu étais à Fix, tu avais
Enfin, il y a souvent, voilà, là maintenant on va avoir une obligation déclarative, je vais reprendre ça dans l'ordre, donc forcément on va être obligé de s'y intéresser, il y a des gens qui vont devoir s'y intéresser. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens moteurs qui soient là dans ces sociétés, et toi tu me disais que tu avais été une de ces personnes moteurs finalement à Fix, et que tu t'étais confronté, comme tu l'as dit en préambule, au fait que dans le monde du travail il ne se passait pas grand-chose non plus. Et du coup tu as commencé à t'intéresser, à part déjà simplement comme ça, à voir qu'est-ce qui coûtait, etc. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir ton petit retour là-dessus, un peu comme... Quand on est arrivé à Fix Studio, quand on a voulu lancer cette démarche éco-responsable, la première chose qu'on a eu à faire, c'est la direction. Pourquoi prendre du temps sur ce sujet? On n'avait pas encore le plan action, donc au détour d'une conversation, il y a un argument qui est très bien pour une direction, c'est on leur a vendu, si on arrive à faire des économies d'énergie, on fera des économies d'argent. La réalité est différente. Mais à l'époque, on n'avait pas de chiffres, on avait voilà, donc classiquement, c'est vrai qu'une direction se disait très bien, si on arrive à trouver une manière d'éteindre nos écrans, d'éteindre nos machines tous les soirs, la facture d'électricité sera moins élevée, du coup, on fera des économies d'argent. La réalité, c'est qu'on a fait, après 2 ans après, 2 bilans carbone. On s'est rendu compte que l'électricité, c'était pas ce qui avait le plus gros impact carbone à l'échelle d'une production, d'une société. Ça, on l'aura, j'espère, je ne sais pas s'ils l'ont compris. De toute façon, la société n'existe plus. Mais c'est pas du tout le point. Mais c'est vrai que c'est drôle parce qu'on s'est battu pendant plus de 6 mois à avoir que nos IT installent du wake on LAN. Ça veut dire qu'il y a un contrôle au niveau des IT pour éteindre toutes les machines. On disait à 23h, voilà, tout est éteint. Et puis ça, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est inspiré de ce qu'ils ont fait chez eux. Et après, à 8h du matin, on redémarrait les machines. Ça a été un combat avec les superviseurs 3D, les superviseurs 2D, parce qu'ils me disaient ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand je laisse ma scène Maya allumée? Qu'est-ce qui se passe le soir quand je veux me connecter à mon ordinateur? On trouve des parades. Écoute, on va enregistrer. Déjà, à 23h, tu travailles pas. Déjà, donc ça, c'était la première réflexion. Sauf qu'on peut avoir d'un côté le discours de la direction qui nous dit mais non, mais c'est pas un élément. Et en même temps, le directeur du studio qui fait genre, par contre, tu t'arranges pour qu'ils puissent travailler au cas où. Bon, tu trouves l'entre-deux où tu leur mets un bouton où ils peuvent allumer la machine. Et tout ça pour que 1 an après, du coup on avait quand même 1 an à se battre pour avoir les coins. 1 an après, on découvre qu'en fait c'est beaucoup d'énergie dans quelque chose qui finalement n'a pas un très gros impact. Parce que je spoil, mais je pense qu'ils iront plus dans le détail parce qu'ils ont beaucoup plus de chiffres. Moi j'ai l'expérience de boîte. C'est que ce qui consommait le plus chez nous, alors en plus on était une vieille boîte de 30 ans. Donc tout notre matériel il était bien amorti en tant qu'impact carbone parce qu'il y a aussi l'énergie grise de la création de matériel et tout. Ce qui consommait le plus c'était les gens. Les humains qui se déplacent au travail et les gens qui mangent le midi. Donc, en tant que boîte, en tant que société, c'est des points sur lesquels on peut aider, mais on ne peut pas proposer une direction radicalement changée. En tout cas, on ne peut pas empêcher les gens de manger de la viande rouge le midi. Même si il y a plein de choses qui sont possibles, on leur met à disposition un bar végétarien, ils peuvent venir, mais bon, c'est trop cher parce qu'évidemment, c'est pas hyper pratique. On peut évidemment avoir plein de papiers de sensibilisation sur les murs. Alors, je le dis avec un ton sceptique parce que c'est dans une vieille boîte, du coup, avec des gens qui avaient un peu de mal à changer leurs habitudes. Maintenant, j'ai eu la chance aussi de créer une boîte. Et là, on est en train de créer un 2e studio. Et là, c'est complètement différent parce qu'on commence tout à zéro. On a l'expérience précédente et on a eu tout ce genre de conférences qu'on a pu construire. Et maintenant, des gens comme Sequoia, des gens comme Carbon Clap, ils ont des ressources en ligne. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que le jour où Carbon Clap a mis en ligne son document sur le guide de la post-production et le guide de l'animation éco-responsable, où on a 150 pages de PDF avec sur chaque page une façon de faire un contenu, il n'y a plus d'excuses sur on ne peut plus rien faire. Il y a vraiment plein d'actions. D'ailleurs, la première chose, une fois que ce document est apparu, c'est on l'a pris, on a lu les 150 pages et on en a choisi 10. De toute façon, c'est même pas c'est pas une démarche que j'invente, hein, c'est écrit dans le document, vous faites ça. Vous choisissez les actions les plus simples à faire. Alors nous, évidemment, on avait lancé le Wake on LAN, du coup, on allait quand même se cocher une case pour le Wake on LAN. Mais on a aussi essayé de sensibiliser énormément. On avait un tout petit garage à vélo, on l'a agrandi, on a amené une caisse à outils pour que les gens ils puissent... c'est ridicule, mais du coup, au lieu de prendre les transports en commun, au lieu de prendre la voiture, parce qu'on avait quand même un parking, donc on avait des gens qui venaient en voiture, on a essayé de sensibiliser. Donc en Ile-de-France, on rembourse à 50% les trajets de transport en commun. Là, on s'est dit, on va donner le
même montant en mode prime à toutes les personnes qui disent qu'elles viennent en transport, mobilité légère, mobilité douce au travail. Voilà, c'est une incitation passive, mais voilà, suffisante. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a essayé aussi, voilà, c'était beaucoup plus compliqué, quand on envoyait des superviseurs VFX en France et dans le monde, enfin plutôt en Europe d'ailleurs, ils prenaient l'avion. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas pousser doucement vers le train ? Le problème, c'est que 3 heures d'avion versus 9 heures de train, c'est difficile. On l'a tenté une fois, on s'est fait défoncer par le superviseur. Mais bon, c'est toujours... Et je pense que ce qui a été le plus important, c'est qu'on a constitué un groupe de travail. Alors au début, j'étais seul, et ce qui était un peu drôle, c'est qu'en fait, je faisais mes trucs un peu tout seul dans mon coin, et en fait, il y avait une responsable RSE, et on ne communiquait pas entre nous. Et la responsable RSE, elle a lancé une audit environnementale avec une société qui s'appelle Workflowers, qui n'existe plus, mais dont il y a un acteur très connu de l'écosystème éco-responsable qui s'appelle Cédric Lejeune, et qui a fait une audit chez nous, et voilà, qui a pointé quelques éléments. Et c'est drôle parce que moi, j'étais en train de faire mes trucs en parallèle, et on ne parlait pas, du coup, c'était bête. Donc la première chose, en fait, qu'on ne referait pas, c'est quand on est dans cette démarche qui, en plus, sert toute la société, c'est d'en parler. Et grâce à ça, on a créé un groupe de travail parce qu'on avait une direction qui était très rigide. Elle vivait la même chose de son côté et en plus à plus grande échelle parce qu'elle a été groupe et moi j'étais juste Fix Studio. Mais grâce à ça, on a pu, on a même eu un budget à la fin RSE. On a eu un budget pour embaucher une alternante qui vraiment était spécialisée dans toutes ces démarches. Et on s'est créé une vraie volonté. En fait, on voyait, et puis ça passe par plein de choses. Et on a même créé une newsletter en interne. Et j'inventais pas les ressources. En fait, les ressources c'était, j'allais voir qu'est-ce que faisait Sequoia, qu'est-ce que faisait Carbon Class, qu'est-ce que faisait. Donc j'allais au Radiraf, au Satis. Il y a plein de démarches. Tout le monde dans son coin fait des trucs super stylés. Et on faisait des petits résumés, puis on donnait des petits tips à tout le monde, histoire de planter cette petite graine. Le but, c'était pas de forcer, mais juste d'ouvrir la possibilité qu'il existe une alternative. Et bon, quand on crée une boîte, c'est complètement différent. C'est hyper facile parce que on a en clé, on a des trucs. Alors, c'est hyper facile, oui, quand vous avez un peu d'argent, parce que bien sûr, tout ce qui est un peu différent, moins répandu, ça coûte un peu plus cher. Pas grand-chose, hein, par exemple. Notre service mail d'Avec ou sans vous, c'est du Gmail, avec le Drive et tout ça. Maintenant, dans la nouvelle boîte, on s'est dit, on va peut-être tenter autre chose, on va passer par Infomaniac. Bon, souveraineté européenne, c'est utilisé en Suisse, alors, donc c'est de l'énergie renouvelable de base des barrages, il y a les certificats qui vont avec, sauf qu'à l'époque, il y a 2 ans, juste 2 ans, c'était pas aussi bien que Gmail. Maintenant, ça allait beaucoup mieux, et bon, c'est pas encore parfait, mais on y avance, et puis on fait le choix de se dire qu'on va un peu plus galérer là-dedans, mais au moins on sera content avec notre démarche. Donc il y a aussi des paris et des à faire. Et là, on a, du coup, sur ce nouveau studio, on a, plutôt que racheter du matériel neuf, on a racheté le matériel de Fix Studio. Comme ça, une boîte coulée, on en a bien profité. Vous avez... Mais c'est du matériel de seconde main. Bon, l'avantage, c'est que je connaissais l'état du matériel, donc on a fait un choix pertinent. Mais c'est encore une fois, c'est un matériel qui, en termes d'impact carbone, a déjà fait son temps. Maintenant, on a des machines 8 ans. Bon, il y en a une, il fallait changer l'alimentation ou la carte mère. Mais on change que ça. Oui. Sur un côté presque recyclerie aussi, où tu te dis, tiens, qu'est-ce que je peux aller récupérer, qu'est-ce que je peux réparer, qu'est-ce que je peux... C'est ça, mais c'est la force, c'est les ressources que ces gens-là mettent à disposition. Et du coup, pour quels sont les autres... Parce que là, en fait, tu as déjà dit beaucoup de choses qui sont hyper... Enfin, c'est cool, parce que du coup, tu as déroulé tout mon truc. Donc, c'est bien. Et non, mais ça va, c'est dans le bon ordre. Et non, mais en plus, c'était vraiment hyper... Mais c'est hyper intéressant. Et je voulais voir aussi un peu quelles étaient... Parce que du coup, j'ai des questions qui me viennent en plus. Je me demande aussi quelles sont les autres choses qu'on peut faire. Parce que tu parlais beaucoup des gens. Je pense qu'il y a forcément une notion de territoire qui va se mettre par rapport à ça. Parce qu'évidemment, là, nous, ici, on est à Paris avec des choses qui sont effectivement très bien desservies, avec beaucoup de transports en commun. Les gens prennent beaucoup les transports en commun. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis en studio, quand je suis sur un floor, j'ai pas l'impression que... Sauf quand je bossais pour Besson à Saint-Denis, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens prennent la bagnole. Mais voilà, mais des boîtes, il n'y en a pas qu'à Paris. Puis les gens peuvent être plus loin. Et
vous êtes quand même des sacrés pionniers. Et ce que tu as fait, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font. Hein. Et tac. Voilà. Tu es quand même un sacré bon élève dans ce que tu décris quand j'entends « on a vu une alternante chargée de la RSE » et tout. Ouais, même chez Flying Sequoia, on n'a pas une alternante chargée de la RSE. Donc, voilà. Donc déjà, bravo. Ce qu'il ne vous dit pas aussi, c'est qu'il a fait partie d'une promo, ce qu'on appelle les promos FICAM chez nous. C'est qu'en fait, on accompagne des batchs de sociétés tous les ans. On a un partenariat avec la FICAM, donc le syndicat des industries techniques, et les membres de la FICAM ont accès à tous les ans ce qu'on appelle une promo où on fait leur stratégie bas carbone, leur bilan carbone, financé en partie par la BPI. Voilà, on a dit qu'on parlerait des financements. J'ai recherché pour vous tous les moyens de vous faire financer vos bilans carbone. C'est ma prochaine question. Et en fait, effectivement, on constate, donc on a un panel très hétérogène, mais sur les industries techniques. Donc des sociétés de post-production, son, tournage, doublage, la prestation de services, etc. Alors, le poste le plus important, c'est l'achat de services. Pas la mobilité douce, mais effectivement l'humain. Parce que dans l'achat de services, il y a le repas des personnels le midi sur le lieu de travail. C'est tout un débat avec les dirigeants de ces sociétés. Mon avis ne compte pas, mais en tout cas, je rapporte le débat. C'est est-ce que vraiment le dirigeant de la société est responsable de comment consomme le salarié sur son lieu de travail, son déjeuner à l'heure de sa pause ? Malheureusement, la construction d'un bilan carbone méthode officielle fait que le dirigeant doit le prendre en compte. On est pour, on est contre. Je ne donnerai pas mon avis, même si j'en ai un. Et voilà, il se trouve que ça rentre dedans. Donc nous, on fournit des bilans carbone aux sociétés, on met en lumière ce chiffre pour qu'ils puissent, eux, en interne, l'extraire, etc. Mais sur les bilans, donc aujourd'hui, on a accompagné, c'est Romain qui fait les bilans carbone, parce que je parle, mais moi, je ne fais rien, en fait. Hein. Moi, je travaille avec une équipe. Ils sont là, c'est Romain, notre ingénieur carbone, et Andriana, qui est la chef de projet carbone. On est à quoi ? À 25 boîtes en 2 ans ? Une vingtaine de boîtes. Donc, on commence à avoir un panel assez clair. Et en fait, toutes les boîtes, elles ont à peu près la même trajectoire, les mêmes objectifs, les mêmes besoins, les mêmes enjeux et les mêmes pain points. Et effectivement, le truc le plus important pour pouvoir faire bouger les équipes, pour pouvoir les embarquer, les sensibiliser, etc., c'est de mesurer, d'être dans le concret, d'aller chercher la donnée physique. Ça veut dire que quand vous pouvez embarquer une équipe et vos salariés, ce que tu disais un petit peu aussi tout à l'heure, en disant voilà, on va prendre 6-8 mois, on va faire le bilan carbone de la boîte, on va aller chercher toutes les données chez tous nos prestataires, comment vous vous déplacez, comment vous consommez, comment vous utilisez votre ordi, etc. On mesure tout en données physiques et pas en estimation. Parce on pouvait aussi le faire comme ça, mais de plus en plus, on essaye d'être extrêmement précis. Et là, quand vous pouvez dire, cette année, en fait, ton comportement génère tant de carbone, mais nous, avec Flying Sequoia et nos experts, on propose des actions. Et quand on dit, si vous mettez en place toutes ces actions, à 3 ans, à 5 ans, vous pouvez réduire de 20, de 30, de 50% votre impact carbone, là, d'un coup, ça devient hyper concret. Et c'est de transformer ce truc qui est un petit peu nébuleux, qui veut rien dire. Voilà, on sait que la promo 2 qu'on vient de finir et qu'on a présentée en février au Production Forum, elle représente 812 millions de tonnes de CO2. Ça veut rien dire. Voilà, c'est complètement abstrait. Par contre, dire ça représente tant d'allers-retours en avion, tant de voitures, la consommation d'un Français pendant 10 ans, voilà, là ça devient intéressant. On avait vu, pendant qu'on préparait cette conf, Mathieu de Chartres vous avez partagé un document qu'il avait fait où il avait comparé sur la saison 1 la fabrication de Mouche Mouche qui était sur Unreal, et donc il avait fait du coup le bilan carbone comme ça avec Carbulator exactement, et puis ensuite il l'avait simulé avec Carbulator un autre bilan carbone qui serait la même série mais fait en précalculé. Alors il y a des paramètres qu'il fallait prendre en compte, c'est que par exemple ils n'avaient pas de render farm, pas de render farm GPU, c'était les postes de travail qui servaient à calculer, etc. Donc il y a des choses qui baissaient ça, mais il montrait effectivement déjà que juste sur la partie temps réel, l'impact carbone était vraiment moindre. Et effectivement, il y avait ce qui m'avait frappé, cette conversion en voiture et en tout ça, et qui parle beaucoup plus aux gens. Ouais. Ça, par exemple, le Carbulator, il faut savoir qu'il ne prend pas en compte les différences de gamme de workstation. Et par exemple, c'est un élément qui est non négligeable quand tu fais du temps réel versus du précalculé. Et donc, si... En fait, non, c'est une station haute performance ou une station bureautique où tu as 3 gammes. C'est un des points qu'il faudrait qu'on améliore.
faudrait qu'on fasse au moins une gamme de config pour faire du temps réel, etc. Ouais. Voilà, mais c'était vachement intéressant parce que c'est un des points. Mais la science n'est pas encore assez aboutie sur temps réel versus précalculé, selon moi. Oui, bah, c'est d'ailleurs pousser encore plus loin pour avoir une vraie base mathématique, j'ai envie de dire. Ouais. Bah, surtout qu'au-delà même, comme vous disiez, l'électricité, de par le nucléaire, tout ça, c'est pas quelque chose qui a un impact carbone. Enfin, c'est pas le plus gros impact carbone qu'on aurait quand on y pense. Mais il y a effectivement toute la fabrication et le manufacturing. Et c'est vrai que le GPU, on le change beaucoup plus fréquemment qu'un CPU. Sur les systèmes de shutdown et d'allumage automatisé des écrans, par exemple, nous, au début, on s'est dit, tiens, on va économiser des kilowatts. Bon, c'est intéressant. Mais on s'est surtout rendu compte que ce qu'on économisait, en fait, c'est de la durée de vie du matériel. Parce que si vous éteignez vos écrans, vous ne les mettez pas en veille, vous faites une coupure électrique nocturne, en fait, vous allez économiser, sachant qu'il y a en plus des week-ends et qu'un écran n'a absolument aucun intérêt à rester allumé la nuit dans un studio. Autant des ordinateurs, pourquoi pas pour que les gens puissent travailler s'ils le souhaitent la nuit, mais un écran n'a absolument aucun intérêt d'être allumé. Si vous faites une coupure nette et franche, en fait, votre écran, potentiellement, il reste allumé 2 fois moins de temps. Il dure 2 fois plus longtemps. Voilà, parce que la dalle, voilà, il y a la durée de vie complète, mais il y a aussi la durée de vie de la dalle en termes de colorimétrie, qui n'est pas si longue que ça. Donc si vous faites ce système-là, nous on s'est rendu compte qu'il était pertinent réellement pour ce point-là. Voilà. Ouais, ça va rejoindre un peu les autres questions que j'avais, qui sont justement sur les nouvelles technologies aussi, parce que je trouve ça intéressant de se dire, est-ce qu'on peut faire de la slow prod? Ce serait peut-être une des questions qu'on pourrait se poser, car je vois un peu ce que tu dis là. Et puis, si on va, de l'autre côté de l'éventail, les nouvelles technologies, on l'a abordé un petit peu avec le temps réel, mais finalement, est-ce qu'on peut considérer que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est une malédiction? Enfin, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé avec ChatGPT et les trends qu'il y a eu ces 15 derniers jours de l'impact que ça avait eu, là aussi avec des images de verre d'eau et d'ampoules allumées. Mais donc voilà, est-ce que vous pensez qu'une partie du problème peut être, j'ai envie de dire, résolue par ça ou pas? Est-ce que c'est une combinaison des choses? Et vous l'accueillez plutôt... Enfin, c'est une question trop large, je veux dire, vous l'accueillez comment, mais... On part sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez partir sur ce que vous voulez. Je voulais quand même, avant de rentrer dans ce sujet qui est hyper intéressant et qui, je suis pas sûr d'avoir une réponse complète, mais expliquer sur les actions continues, parce que nous, une des réponses qu'on a eues, enfin, il y a des choses qu'on a fait dans le studio aussi où on a embrassé, mais il y a ce qu'on a fait avec l'association qu'on a montée de la cartouche verte. Parce que c'est une des réponses qu'on a montées en 2020, encore ces visios là pendant le Covid, et on s'est dit en fait c'est des sujets qui sont trop compliqués, il y a trop de choses à faire, on va essayer de se réunir à plusieurs parce qu'on a les mêmes problèmes et essayer de traiter il y a tout un tas de choses qui peuvent être mutualisées dans l'approche. Et on n'a pas des responsables RSE dans nos boîtes, donc on a besoin de structures qui puissent réfléchir à ça un peu à plein temps. Donc on a monté cet asso à Valence et qui regroupe tous les studios du coin, en gros. Et on a commencé à faire des accords de partenariat avec des ressourceries, on a commencé à faire installer des bornes de vélo à côté du bâtiment, à faire de la doc si les gens ils voulaient faire des forfaits mobilité durable, ce genre de choses. Et après, on est allé discuter avec EcoProd et on leur a dit, nous, on voudrait bien faire un guide. Et donc, on a bossé avec eux sur le guide qu'on a coédité avec eux. Et aujourd'hui, par exemple, ce qu'on voudrait faire, parce qu'on se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre les gens dans les studios et les gens qui sont, comme nous, à fond sur ce sujet-là, mais qui sont des sujets, comme je disais tout à l'heure, un peu de patron. Et ce qu'on voudrait faire, c'est un guide un peu dans ce genre-là, mais vraiment à destination des équipes. Parce qu'on a fait des réunions où on prenait le guide et on expliquait aux équipes. Et en fait, ça s'est hyper mal passé. Parce que pas assez didactique, parce qu'ils nous ont dit, mais je comprends pas, vous voulez baisser la température, réduire la taille des bureaux, vous voulez qu'on vienne au bureau d'une certaine manière, vous voulez qu'on change. Enfin, ils ont été hyper agressés par l'approche. Ça les a pas fait rêver, en fait.
Et on s'est dit qu'en fait, il y a plein de sujets qui les concernent pas directement d'une certaine manière. Enfin, du moins, il fallait mieux essayer de trouver des sujets sur lesquels ils peuvent agir, ils peuvent impacter et ils peuvent participer. Et sentir qu'ils ont un impact. Je pense que c'est exactement, aussi positif quand les gens sentent qu'ils participent à quelque chose. Et ça, c'est le truc qu'on voudrait faire là, dans les 2 prochaines années. Faire une espèce de convention citoyenne avec... voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, on lancera des appels parce que... qui viendraient participer pendant plusieurs jours pour que nous aussi on comprenne en fait comment on peut l'écrire ce guide, quoi, qu'il soit pas écrit que par nous en fait. Donc voilà, ça c'est un des trucs sur lequel on espère bosser, quoi. Voilà. Et ce guide il va être traduit en Europe, donc il va être adapté à X pays, ce qui est vraiment cool, et il est embarqué dans le Carbulator. C'est-à-dire que les gens qui utilisent le Carbulator, ils peuvent aussi avoir des idées pour réduire. C'est pas juste je mesure, j'agis. Voilà, donc ça c'était une des réussites plutôt cool. Carrément, de guidage. Voilà. Du coup, on peut reprendre. Alors, en fait, j'avais laissé un peu de côté les aides parce que la conversation nous avait ramené dessus, mais si vous voulez, avant de reparler des nouvelles technologies, même de l'impact qu'on peut avoir, même peut-être nous aussi après derrière, par rapport à notre propre consommation, puisque les modèles ont changé. Je veux dire, Netflix, a priori, consomme plus qu'un vidéoclub. Voilà. Partage à l'humain. Ça, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant une conférence comme ça. Ouais, on peut peut-être revenir rapidement sur les aides et puis. Les aides, je vais sortir mes anti-sèches parce que Mais si, voilà, sinon tu peux aussi nous les survoler un petit peu, puis nous on peut aussi les relayer ensuite sur. Je me permets. En gros, les aides, donc il y a des aides projets et des aides structures. Les aides projets, non mais même voilà, comme ça au moins je suis sûre d'être efficace et de pas de bégayer, de pas dire hop. Merci. Ouais, là c'est diffusé sur Twitch, ouais. Donc, et là, je vais lire parce que alors vraiment, c'est pas tellement mon sujet, mais j'ai vraiment recherché pour vous au niveau des projets. Donc, le plus facile à aborder parce que c'est par cette porte-là qu'on rentre sur le bilan carbone, etc., etc. Il y a ce que vous connaissez quand vous déposez des aides au CNC. Vous savez que maintenant, sur certaines aides, par exemple pour les moyens techniques de jeux vidéo, on vous demande des critères d'évaluation sociaux, environnementaux, etc. de votre projet. Donc vous pouvez le prendre comme une contrainte, mais vous pouvez aussi le prendre comme une opportunité. C'est-à-dire de dire, voilà, c'est un levier concurrentiel de mon projet par rapport aux autres projets que je dépose au CNC en disant, mon projet, il est écologique, il est sobre en tout cas, il s'inscrit dans un cercle vertueux, donc soutenez-moi. En plus, la politique de CNC, ils sont très très engagés, ils ont un service entier, le secrétariat général du CNC, il y a plusieurs personnes qui sont engagées sur la RSE, ils font beaucoup d'études sur l'impact du secteur, etc. Donc c'est vraiment pas des choses ils le font avec sincérité et ils le font avec engagement. Donc voilà, donc il y a vraiment déjà cette partie-là. Après, au niveau des structures, la première aide qui me vient en tête, c'est une aide qui est mise en place par la BPI, la Banque publique d'investissement. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, là, on est sur des questions de patron, désolé, effectivement. Mais quand vous faites, par exemple, un bilan carbone, vous pouvez aller chercher un bilan carbone ou une stratégie bas carbone. Ça coûte grosso modo des idées d'enveloppe, c'est à peu près 10 000 €. Vous pouvez aller chercher des financements jusqu'à 40% selon le nombre. Et ça dure 8 mois, il y a une dizaine de jours d'intervention et le volume de soutien, c'est en fonction du nombre de salariés, etc., etc. Il se trouve, et on le saura demain matin, c'est que du spoil ce soir. En fait, la BPI, pour l'instant, ils ont tellement reçu de candidatures qu'ils ont suspendu pour l'instant cette aide parce qu'ils ont dit on ne peut plus traiter tous les dossiers parce qu'il y a plein de boîtes qui s'embarquent là-dedans. Donc demain matin, Romain, notre ingénieur carbone, qui fait partie du groupe de travail de la BPI, sur ces sujets-là, saura si la BPI relance ou pas la réception de candidatures pour ces aides. Mais c'est une aide qui est hyper efficace parce que du coup, votre bilan carbone, il vous revient 6 000 € sur une structure entière. Hein. On ne parle pas d'un projet, hein. On parle d'une boîte. Donc voilà. Donc il y a ça. Et après, il y a différentes aides par rapport à ce que vous faites. On a aujourd'hui des boîtes qui viennent nous voir pour faire des analyses de cycle de vie de nouvelles solutions, de solutions innovantes.
de caméras embarquées temps réel, des trucs, voilà, je sais pas, au hasard, dans des sociétés qui sont dans cette salle aujourd'hui, avec qui on travaille. Ils ont des aides qui s'appellent le DIAC de l'éco-conception. Donc il y a le DIAC de la décarbonation pour la société, le DIAC de l'éco-conception pour le projet. C'est toujours porté par la BPI. Et en fait, pareil, c'est une subvention à hauteur de 50, 60, 70% de votre investissement sur vos recherches et sur l'accompagnement que vous sollicitez pour pouvoir étudier les impacts environnementaux et sociaux de vos solutions. Quel type d'assiette ? C'est l'assiette, c'est sur une entreprise de moins de 50 salariés et moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Après, l'assiette de ton projet, je ne peux pas te dire, c'est selon le budget que tu dépenses, et c'est jusqu'à 70% de ton budget en fonction de ton projet. Voilà, je t'en prie. Et c'est 60% pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 50 millions de chiffre d'affaires. C'est bon. Voilà, il y a une petite marge. Voilà. Donc, voilà, on pourra vous faire une liste. Après, il y a des fonds d'innovation, il y a plein de choses. Nous, notre métier, c'est aussi, quand vous venez nous voir, de vous dire, OK, en fonction de ta demande sur mesure, on va t'orienter vers tel ou tel financement. On est en partenariat à peu près avec toutes ces sociétés-là. On travaille main dans la main avec la BPI, qui nous incube aussi par ailleurs, avec le CNC, etc. Donc, c'est des sujets sur lesquels on est en temps réel. Quelle magnifique transition. Vas-y, bien sûr. Et au projet, donc pas du tout éco-responsable, mais au projet audiovisuel, maintenant, en particulier les régions, pour ne pas dire la région sud qu'on a déposée hier, demandent des notes de production qui prennent en compte des enjeux éco-responsables. Vous devez détailler votre démarche. Alors, elles n'ont pas d'impact direct, en tout cas pour l'instant, ils ne le disent pas. Ce qu'ils cherchent à savoir, c'est plutôt ce que vous êtes en train de mener. Et qui dit, c'est peut-être durant les débats, lors des commissions, ça peut fléchir vers un côté ou un autre quand on a deux projets au même niveau. Par contre, à niveau européen, quand vous demandez l'aide média à échelle européenne pour du projet, peu importe la typologie, long métrage, série, œuvre VR, etc., sur les 40 à 70 pages de dossier texte, 100%, pas une seule image, vous avez 3-4 pages sur votre démarche éco-responsable. Et là, ça y a des points. Donc aujourd'hui, l'éco-responsabilité, en tout cas votre démarche, que ça soit dans la thématique du sujet que vous êtes en train d'aborder, dans les studios que vous allez voir et dans vos actions personnelles, ça compte en tout cas pour l'obtention. Alors, c'est pas beaucoup, je crois que c'est 4 points à l'échelle de 60. Mais ça compte quand même pour l'obtention de l'aide. Merci beaucoup pour cette précision qui était bien. Oui, du coup, revenons sur la question qu'il y avait tout à l'heure sur les nouvelles technologies, parce que je pense qu'après, ça nous permettra aussi de finir juste avant les questions sur les impacts qu'on peut avoir et comment essayer de changer ça un peu en profondeur aussi. Puis ça permet de rester sur le côté level up, tu vois, quand même un peu. Du coup, les nouvelles techno, qu'est-ce qui, à votre sens, qu'est-ce qui, à votre sens, a du sens et quelles peuvent être les erreurs à éviter ou les... voilà. En fait, vas-y. La discussion. Alors déjà, c'est des sujets à nous, sur lesquels on nous questionne tout le temps. Et nous-mêmes, on en parle beaucoup en interne. Et il y a une notion qui est en train d'apparaître, qui est une notion qui est hyper floue, qui est très controversée, etc. Mais dans le monde des gens qui font du carbone, ça s'appelle le scope 4. Alors, ça ne vous parle pas. Mais, on est sur du terme technique. Donc, il y a un bilan carbone, il y a 3 scopes. Je ne rentre absolument pas dans le détail, vous en parlerez avec mon ingénieur si vous avez envie voilà. Mais en tout cas, le scope 4, c'est tout ce qu'on va appeler soit les émissions évitées, ou les émissions induites, ou l'influence. C'est-à-dire que tout le côté positif de ce que peut avoir une démarche carbone dans le monde, enfin dans l'écosystème, dans l'industrie. Donc vous allez faire un bilan carbone ou une analyse de cycle de vie de votre produit. Donc vous allez vous rendre compte que par exemple vous allez remplacer telle pièce par telle autre pièce ou utiliser un écran qui a plus la bonne colorimétrie d'un coup pour un poste administratif et puis pour un poste créatif. Ça devient une substitution d'émissions.
C'est un peu technique, mais voilà. C'est déjà ce qu'Aristote nous expliquait un peu tout à l'heure. Voilà, exactement. Tout ça, en fait, ça rentre dans un scope un peu global de l'impact positif et de l'influence. Il ne faut pas oublier quand même qu'on travaille dans les industries culturelles et créatives, qu'on touche tout le monde sur la planète. Les jeux vidéo, c'est 40% de la population mondiale. Les streamers, la télé, etc., c'est 20% de la population mondiale pour les streamers qu'on connaît, nous, plus évidemment les streamers de population dans d'autres parties du monde qui ont eux-mêmes leur propre pôle d'influence. On peut véhiculer des messages hyper puissants. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. Sur le fond et sur la forme, bien sûr. Parce que le fond aussi, tu l'as un tout petit peu abordé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on écrit, quel jeu on produit, pourquoi on le fait. Oui. On a tendance à dire que Il y a un petit sèche-main qui s'est lancé. La meilleure économie carbone, c'est le jeu qu'on ne produit pas ou le film qu'on ne produit pas. Donc est-ce que ce jeu ou est-ce que ce film ou est-ce que cette série a vraiment un intérêt à exister? Et là, c'est philosophique. Ouais, c'est intéressant le carbone parce qu'au début, on a envie d'être le meilleur possible, de faire un scoring impérial. Et en fait, c'est un piège. Et c'est aussi un piège de se comparer. Ce qui donne le vertige, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, vous faites un bilan carbone, si vous allez plus ou moins loin, en fait, normalement, ça devrait être celui qui va le plus loin possible dans tout ce qu'il est allé monitorer comme consommation. Mais si vous monitorez tout, forcément, vous consommerez plus que celui qui a oublié la moitié. Voilà, donc déjà, ça, c'est un biais qui est vertigineux. Et l'autre biais dans notre secteur aussi, c'est que plus vous allez faire des belles images, plus... globalement, vous allez consommer. C'est du temps homme, on l'a dit tout à l'heure. Ce qui consomme, c'est le temps homme. Et donc, si vous faites des beaux films hyper léchés, qui sont très émouvants pour le spectateur, donc qui touchent au cœur, etc., est-ce qu'ils devraient être pénalisés par rapport à un film qui a été fait en 3 jours et qui sera tout pété et dont tout le monde s'en foutra et qu'on pourra jeter à la poubelle. Donc, il y a ce truc-là qui va pas trop avec le monde capitaliste. J'ai un bilan carbone au début, j'ai envie de communiquer en mode c'est moi le meilleur, tu vois. Genre j'ai fait moins que lui, j'ai fait mieux que la 3D, j'ai fait le temps réel, etc. Et en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, c'est avant tout un outil pédagogique. Voilà. Et à ce titre, moi je dirais qu'il faut que chacun se fasse sa propre idée. Quand on démarre une démarche où je sais pas, il faut tout mettre à plat, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Au début, en fait, ça fait c'est angoissant et je pense que la plupart des gens, la première réflexe, c'est non, mais je veux pas faire ça, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, etc., etc. Et en fait, il faut être hyper modeste et il faut y aller petit bout par petit bout, là où c'est pas trop compliqué, pas trop douloureux. Enfin, nous, on l'avait fait comme ça à l'époque. Nous, je suis dans un bâtiment monument historique. Alors, il y a des choses, j'ai même pas tenté, quoi. Il faut que j'aille voir les ABF et compagnie. J'ai dit, bon, ça, c'est pas grave, cette partie-là, c'est pas pour moi. Par contre, là, ça m'amuse déjà. Et puis, en plus, je pense qu'on peut avoir un bon impact, quoi. Voilà, donc... savoir sur quoi on peut agir. Ouais, je pense qu'il faut être assez pragmatique et s'amuser. En fait, il y a une partie qui est marrante. Enfin, bon, moi, ça me fait marrer, mais... je suis sûr que tout le monde trouverait au moins un truc marrant, quoi. Trouver la solution. Eh bien, écoutez, merci. Je pense que ça fait une belle conclusion. Si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être on peut prendre des questions aussi. Ça te va? Ouais. Bah, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Tiens, attends, prends le micro parce que sinon, on t'entend pas à l'autre bout de Twitch. Merci. Vincent Rioff du studio de réalité virtuelle Orbital Views. Merci pour vos présentations. Je veux rester sur cette note-là très précisément parce que c'est vraiment ça qui est de mon côté assez douloureux, qui est qualité versus responsabilité. Et en fait, on a maintenant, j'ai l'impression, selon ce que vous dites, beaucoup d'outils pour mesurer. Mais en réalité, là, ce qui semble être le plus important, c'est la prise de décision. C'est l'arbitrage. Et je voulais savoir si vous connaissez des tools, des outils ou des arbres de décision qui permettent de dire... moi, je suis dans un groupe ou dans une industrie où la culture, c'est la qualité avant tout, voire même des fois au détriment de la santé mentale des gens avec qui je travaille ou de la mienne. Et faut le dire, hein, c'est un vrai truc, quoi. C'est-à-dire que les rushs, ça fait partie de notre métier. Tout le monde essaie de les enlever. Il y a un vrai mouvement pour la santé générale
nos collaborateurs. Mais là, on est dans une nouvelle contrainte. On vient apparaître cette nouvelle contrainte. Et ce que je veux savoir, c'est moi, comment est-ce que je me débrouille pour prendre une décision qui soit saine. Et c'est là que j'ai besoin d'outils. Sur la mesure, absolument. Hein, et j'entends, c'est très intéressant de savoir sur quel pôle je peux agir. Mais confronter qualité et éco-responsabilité et morale, là, vous me mettez dans le coin le plus difficile dans lequel je peux être. Et j'ai toujours pas d'outils, toujours pas de conseils, finalement. Tu l'auras vendredi. je peux répondre du coup. Merci. C'est le sujet. Et effectivement, en faisant tout ce cheminement depuis des années, moi j'ai rejoint Flying Sequoia il y a 1 an, mais eux, ça fait 6 ans qu'ils existent, etc. Vraiment, en fait, l'outil qu'on sort, c'est une plateforme à 360 de management du risque et d'aide à la décision pour piloter toute la donnée. C'est-à-dire que tu vas rentrer, on parle du carbone ce soir, et le sujet c'est vraiment le carbone, mais il y a toutes les autres thématiques que j'ai à peine abordées, voilà, mais il y a les 10 thématiques de l'AFNOR, il y a tous les sujets, les données financières, les données humaines, les données, voilà. Donc, en gros, tu rentres tes objectifs, tu rentres toute ta donnée, ça fait tous les calculs, tu choisis ta data vise, tu choisis tes parcours, tes trajectoires, et ça te permet de dire, OK, donc si je prends cette décision, je vais là, si je prends sur de la donnée, hein, je ne parle pas de choses philosophiques, etc., hein, mais c'est un outil d'aide à la décision. Si je prends cette décision, je vais sur ce chemin-là. Si je prends telle décision, je vais vers ce chemin-là. Qu'est-ce que je veux? Voilà. Ça, c'est la plateforme de Flying Sequoia qui est en train de sortir. Super, merci. Je t'en prie. Du coup, on se reparle. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Peut-être on aurait pu... Moi, j'ai une autre question aussi niveau chiffres. Parce que d'un côté, Hélène, tu as dit que vous avez fait une vingtaine d'analyses récemment sur les entreprises et toutes à peu près la même direction. Aristote, de ton côté, tu as parlé de tout ce qui était Walk on Land, où tu avais pas mal d'attentes dessus, où finalement le sujet n'était pas là d'un point de vue bilan. Après, JB, tu as aussi parlé de d'abord on observe, ensuite on agit. Est-ce que vous avez un peu des chiffres de ce qui ressort souvent en termes de gros facteurs au niveau du bilan carbone, soit on va dire en termes statistiques, ce qui ressort souvent, ou peut-être juste des chiffres chocs, des choses qui vous ont surpris, que vous n'attendiez pas à voir, que vous avez retrouvé. Autre chose que juste dire, c'est du temps humain, c'est de l'humain entre guillemets, mais l'humain, mais comment? Alors, donc moi j'ai fait un bilan carbone du studio en 2022. Je pense que c'était le premier studio en France on s'était lancé là-dedans. On ne voulait pas l'œuvre, on voulait le studio, quoi. Et du coup, quand les chiffres sont arrivés, il y a eu des surprises. Et une, mais qui m'a un peu déçu d'une certaine manière, c'est ce 2 tiers de consommation sur ce que les gens mangent et comment ils viennent au bureau. 2 tiers, ouais. 2 tiers. Donc moi la nourriture, ça m'amuse pas trop. Je fais de la pédagogie, mais je suis vraiment pas là pour faire du prosélytisme. D'autant que pour moi, si les gens ils sont chez moi, ils mangent, mais s'ils sont chez eux et qu'ils travaillent pas, ils mangent en vrai. Donc pour moi, voilà. Et voilà, c'est compliqué d'avoir une cantine. Donc on fait des petits trucs, mais voilà. Sur le mode de déplacement, on peut, mais voilà, la réalité, c'est que si vous regardez un bilan carbone, le premier truc que vous voulez dire, si je veux faire le meilleur scoring, c'est j'achète un vélo à tous mes salariés. Voilà. Si vous êtes à Paris, juste, il vient en métro, ça ira très bien. Voilà. Mais à Valence, par exemple, le vélo, c'est une solution. Donc voilà, moi, ça avait été ça, et ça avait été un peu décevant. Et j'avais fait une retranscription à tous les gens du studio. Parce que je m'étais dit, je veux pas m'arrêter là, je veux qu'on en discute et tout ça. Et en fait, les gens, ils étaient en mode, pourquoi tu montes ces chiffres-là? Tu dis que le problème, c'est moi, c'est ça? Et j'étais là, non, c'était pas ça l'idée. Et en fait, il y a eu une espèce de... Voilà. Incompréhension. Voilà, j'ai eu plusieurs incompréhensions, en fait. Mais ce que tu dis, c'est la preuve que en fait, là où on travaille, et nos industries, elles ne sont pas du tout connectées de notre vie quotidienne, de notre vie perso et de nos engagements. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les achats de services. Donc, ce que tu dis, c'est 60 sur les 25 boîtes qu'on a auditées, entre guillemets, en 2 ans, c'est 61%. Donc, les achats de services, c'est à la fois la nourriture, les personnels, mais aussi tous les frais, assurances, etc. Voilà, donc tout ce que tu peux acheter en tant que service dans une boîte. Et c'est pas du tout la consommation énergétique de ton ordinateur. En fait, c'est
pas ce qu'on croit, qui est le plus consommateur. Mais même le hardware. Enfin, c'est à d'autres endroits. Ça veut dire que c'est exactement ce que tu disais, Jacques. Est-ce que je veux faire un gros chiffre d'un coup et faire baisser mon bilan carbone et ma trajectoire en une seule fois, et d'un coup j'interdis à mes salariés, par exemple, d'aller chercher à bouffer, ou je mets en place une cantine, par exemple, ou est-ce que je veux aller faire dans le fin, me dire que c'est sur le très long terme et que je vais investir dans un autre type de matériel, que je vais penser la structuration de ma boîte différemment. Et tu vois, toi, tu as eu des réactions hyper violentes ou négatives, en tout cas dans tes salariés. Il y a des tournages pour lesquels, en fait, c'est hyper bien reçu. On évolue dans un monde où il y a quand même pas mal d'artistes, de gens qui se questionnent, et avec ce qu'on appelle des champions, donc des gens qui vont influencer le reste de l'équipe et qui vont aller pouvoir porter un discours. Il y a aussi des démarches futures, c'est-à-dire que là, effectivement, on réfléchit par rapport à ce qu'on a déjà, mais déjà, demain, par exemple, moi, il y a un truc, je vais dire, je dis un mot fort, que je déteste, c'est la course à la technologie. Là, on est tous contents, une nouvelle carte graphique, super, de l'IA, tout super, on va pouvoir acheter une deuxième alimentation, super. Avec des métaux rares qui sont en train de disparaître de plus en plus, en tout cas de se raréfier, avec des monopoles dans certains pays et du coup d'autres qui vont être complètement assujettis. Et moi je me dis en fait, est-ce qu'on n'est pas bien là avec actuellement ce qu'on a? C'est un débat qui peut vraiment être mené, philosophique et compagnie. Moi par exemple, je trouve que est-ce qu'il y a vraiment du sens à démocratiser la 8K partout sur les téléviseurs, au cinéma, le double projecteur LED, etc. Chacun pourra avoir son avis. Moi je trouve que non, je le dis officiellement. Moi je suis très bien avec mon Full HD 1920 par 1080. Alors ouais, c'est vrai, je vois la différence avec un 4K, c'est super. Mais je suis voilà, finalement après j'ai connu l'époque du streaming en 144p, donc peut-être que j'ai mal entraîné mon œil, mais il y a vraiment cette démarche un peu en fait c'est facile quand on est producteur, quand on est décideur, d'avoir cette volonté là, parce que moi alors il y a les chaînes de télé et les cinémas et les plateformes qui ont des obligations. Pour l'instant sur l'animation, on nous laisse rester en 2K et pas aller au-dessus. Je sais pas si ça changera demain pour partir vers de l'UHD ou pas, mais en tout cas voilà. Mais une fois que eux ils nous donnent un plafond, et moi je vais pas aller au-dessus, pas aller du plafond. Et c'est aussi des discussions avec les réalisateurs, avec les chefs déco. Ouais, mais j'aimerais bien faire mon décor en 4K parce que comme ça je pourrais rezoomer dedans en montage. Je sais pas, t'as une animatique, essaye de la respecter. Enfin, c'est facile à dire, je suis d'accord. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec des réalisateurs, ça change en permanence et je comprends, ça amène un film à aller de plus en plus loin. Mais justement, est-ce qu'on peut pas petit à petit amener ces petits trucs et on se bat. C'est des débats peut-être débiles, peut-être puérils de se dire non, le décor il sert pas en 4K. Mais pour moi, ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un écosystème mental, de se dire que je vais pas aller dans cette direction. Et du coup, pour demain, non, est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter le dernier ordinateur pour faire tes rendus 5 ou 10 minutes plus vite? Peut-être pas. Par contre, après, si on parlait d'enjeux technologiques intéressants, on en revient au sujet. Le temps réel, et c'est effectivement plus intéressant. Et quand on est dans la 3D, parce que c'est un peu différent dans la 2D. Dans la 2D, j'ai pas les chiffres, mais on pollue clairement moins que dans la 3D, ne serait-ce que parce qu'il y a des render farms. Mais dans la 3D, mon superviseur de la 3D, il avait une règle super cool, c'est plus on passe de temps en pré-prod, donc plus on passe de temps en 2D, moins on consommera en 3D. Donc plus de temps peut-être en pré-prod pour moins d'aller-retour en prod en 3D. Voilà, mais il y a des volontés comme ça qui se démarchent. Après, je dis c'est facile quand on est producteur parce qu'on décide et on peut aller voir le studio, on lui dit non, il y a 2 allers-retours, c'est moi qui paye, donc c'est moi qui décide. Par contre, quand on est en prestation de service, je l'entends, c'est plus compliqué, c'est pas nous qui avons le choix final. Quand on fait de la production virtuelle et que le chef-op il a décidé qu'en plus il y a la culture du réalisateur, auteur à la française, mis en avant, etc., qui fait un peu ce qu'il veut sur un tournage. C'est ça. Bon, bref, moi je viens du monde de l'animation, donc j'ai l'habitude du storyboard, donc c'est vrai que même dans le VFX, je comprenais pas pourquoi on n'avait pas de storyboard. Donc dans la production virtuelle aussi, je me dis qu'il y a la notion de storyboard qui est possible. Plus il y a préparation, moins il y a d'aller-retour, donc moins il y a d'impact au carbone en fait, d'utilisation générale, autant machine, autant temps homme. On nous impose de tourner en 16K, comme ça le réalisateur peut faire son choix de cadrage sur le shoot. Et pourquoi pas filmer en 4K, mais du coup tu nous donnes un storyboard et nous on te fait vraiment le plan pile poil comme tu veux.
c'est des débats à avoir. Je pense qu'effectivement, c'est plus facile avec la nouvelle génération à qui on engraine toutes ces démarches éco-responsables qui sont cool pour l'avenir de l'humanité et pour nos enfants. Mais voilà, là, j'attends que la vieille génération aille au chômage pour mettre plus de verre partout. Et justement, je pense que tu as complètement raison. C'est ces petites choses le plus tôt possible dans la carrière des jeunes générations qui vont faire la différence. À Méliès, effectivement, l'hiver, on se caille les couilles dans la serre, en fait. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis mal poli parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Mais en fait, c'est une démarche écologique qu'on a construit ce bâtiment, qui était une serre où, dans les circulations, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de clim, quoi. Donc, après, on compense. Et en fait, ça impacte d'avoir une démarche écologique sur nos vies. Et il faut l'accepter, en fait. Donc plus tôt on va leur faire comprendre ça aux jeunes générations, plus tôt on va leur donner les bonnes pratiques. Et je pense que les retours expériences des professionnels et des boîtes avec qui on peut discuter, c'est le plus tôt possible qu'il faut leur donner aux étudiants. Donc c'est du temps sur les programmes pédagogiques, dès l'école, qu'il faut leur donner pour pouvoir vraiment en fait, essayer d'impacter. C'est peut-être même eux qui construiront les studios de demain. Tu y es passé à Aristote et tes pratiques de vie et vos pratiques de vie doivent être des exemples pour que eux s'en emparent. Et eux, quand ils s'en emparent, je vous assure, ils sont à 150%. Ils ne sont pas à moitié, ils ne sont pas à demi-mot, ils y vont à 400 à l'heure. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Donc il y a un bon espoir de voir arriver sur ce genre de choses. Je le répète, l'association EcoProd aussi est vraiment très très active dans le secteur. Il y a pas mal de documents à aller chercher, mais on peut aussi les appeler aussi pour pouvoir venir dans nos studios et venir nous éclairer sur plein de points. Ils sont très très, je pense spécifiquement à Mehdi en fait, qui est vraiment quelqu'un qui est très très actif et qui connaît bien les écoles parce que c'est un ancien de Loup Lumière et sur l'impact carbone, il a fait beaucoup de choses, quoi. Voilà. Je confirme, quelqu'un de bien. Vous pouvez aussi faire venir la cartouche verte. On serait très heureux. Et ouais, c'est super bien que tu aies parlé de tout ça, Aristote, parce que ça fait partie vraiment du vrai truc, et où, pour engager les équipes aussi dans les studios, pour qu'ils se sentent concernés par la problématique. Moi, à force de produire d'un côté et de fabriquer de l'autre, je me suis rendu compte qu'on a toujours les mêmes problèmes, où en fait, on écrit, on bourre nos scénarios d'assets, on passe au bord d'un essai délagué, mais il en reste toujours trop, ça ne correspond pas au devis, on demande aux gens de travailler plus longtemps que ce qu'ils devraient, c'est pas adapté au devis, ça ne rentre pas, ça crée du malheur, du burn-out, etc., etc. On a un gros problème qui est là-dessus et qui, pour moi, est de l'éco-responsabilité d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous, notre responsabilité, c'est de prendre un scénario et de dire « Est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça ? Parce que ça va partir en fab, ça coûte du temps, des ressources, de la fatigue, etc. Et à la fin, le producteur, il ne voudra pas payer. Je suis les deux côtés, je connais le truc. Donc moi, le travail que je fais avec les équipes, avec toutes les équipes de prod, je les fatigue un peu, c'est dès l'écriture, je veux que vous serriez au maximum les contraintes de production. Voilà, alors c'est un peu les scénaristes... mais alors, il y en a qui sont un peu agressés, mais je trouve que globalement, les gens le prennent assez bien. Parce que la contrainte, il y a tellement d'exemples et de contre-exemples de production qui se passent tellement mal parce que la contrainte n'a pas été bien mise que je pense qu'on est largement gagnant à le faire de manière un peu plus stricte. Voilà. On veut un guide aussi, hein. Ah ouais, c'est compliqué ça. Anticiper comme ça. Passe en micro, alors attends, t'inquiète, je te le passe juste après. Merci en tout cas parce que en fait, au-delà de l'éco-responsabilité, en fait, c'est juste du bon sens, tout simplement. Ça fait du bien en fait d'entendre ça, parce que souvent quand on est dans des productions, soit en sub, soit en graphie, soit même des fois certains producteurs se posent aussi la question. On se retrouve des fois face à des murs et je vois que ces murs commencent à s'effondrer et à voir des choses belles en fait pousser autour de ça, autour de ces initiatives-là et ça fait du bien en fait de voir ça parce que souvent on se dit c'est du bon sens et souvent on se dit mais en fait est-ce qu'on est vraiment dans le bon sens et on finit par douter de nous-mêmes en fait d'avoir ce genre de pensée et de réaction et de voir ces trois personnes, ces trois témoignages-là, justement, là ce soir, ça fait du bien de se dire, en fait, c'est possible aussi d'aller dans ces directions-là et de voir en fait que ces directions-là sont en train de s'enraciner, en fait, pour reprendre
des termes plus naturels, on va dire. Et merci, en fait, tout simplement. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'avais une question sur le télétravail. Parce qu'on parlait beaucoup des déplacements, de la consommation de nourriture au studio. Mais alors, est-ce qu'il y a une vraie différence sur les personnes qui télétravaillent, sachant que même si ça peut être bénéfique, on paye quand même un studio à côté, etc. Donc, quelle est la plus-value du télétravail? T'as des chiffres précis? C'est vrai que ça dépend. Bonsoir. Donc effectivement, la différence du télétravail fait qu'il n'y a plus l'impact lié au déplacement de domicile-travail. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la personne qui est en télétravail utilise aussi sa consommation d'énergie chez elle. Donc on prend en compte également cette partie-là dans le cadre du télétravail. Donc c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Et aussi, quand on est en télétravail, ça implique également d'autres usages, notamment des prises de contrôle à distance d'ordinateur qui impliquent des transferts de données, des potentielles visioconférences qui sont utilisées et donc qui génèrent également des impacts supplémentaires. Donc ça dépend des configurations de télétravail, du poste que tu fais, si tu es effectivement... tu as besoin de contrôle. Donc ça, en fait, ça dépend, je suis désolée, ça dépend de déjà combien de personnes tu as en télétravail, s'il y a besoin d'une prise de contrôle à distance et qu'effectivement il y a les 2 ordinateurs qui sont allumés ou pas, donc de ton job, de ton poste. Donc c'est le bilan de la société qui va savoir dire si le télétravail est bénéfique sur la partie carbone, pour ta société ou pas, parce que le bien-être au travail, la santé mentale, le fait de partager aussi du temps avec ses collègues, d'être ensemble en équipe, d'être productif, etc., c'est pas négligeable et ça doit rentrer dans le mode de fonctionnement de la société. On est sur une qualité de vie globale, on n'est pas seulement sur la consommation carbone. Merci beaucoup. Par rapport justement, je rebondis sur le télétravail et c'est notamment les visioconférences. J'avais entendu dire, c'est par exemple le fait de mettre le flou sur sa caméra aussi, ça consomme et apparemment il faut enlever ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Et du coup, pareil, les coûts. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Ouais. Voilà. La leçon, c'est qu'il faut ranger chez soi. Exactement, t'as raison. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs comme ça et c'est vrai que d'avoir une espèce ouais, il y a une vraie prise de conscience sur les réseaux, je trouve, sur tout ça, donc c'est plutôt cool. C'est comme couper sa caméra quand tu parles pas en visioconférence, c'est la base. Mais on a des chiffres de ça ou c'est reste non? Oui, il y a des calculs, bien sûr. Oui, il y a des calculs. Quand tu sur Google Meet, quand tu as les paramètres de réglage de ta caméra et tu vois quel est le débit entre HD normal et tu as aussi l'option que la caméra soit activée que quand les autres parlent. Alors c'est pas quand tu parles, c'est quand les autres parlent et tu vois que le chiffre diminue. Donc concrètement, je sais pas c'est quoi l'impact au long terme, etc. Est-ce que ça représente en termes d'aller-retour à New York, mais c'est vrai que le chiffre diminue, donc concrètement ça consomme moins. Je rajoute juste un truc, c'est plus une remarque qu'une question, mais on a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé d'analyse et d'études, et tout ça me semble, de mon point de vue, dans des temps relativement longs. C'est-à-dire, c'est des études avec des ramifications assez complexes, et j'entends, et vraiment, je trouve ça, je comprends. J'ai fait un peu des conceptions avant. Moi, je suis confronté vraiment à des problèmes qui sont hyper locaux et hyper ponctuels. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment un problème concret sur lequel on se pose des questions. C'est soit j'achète une carte graphique, soit je dépense du temps d'homme pour optimiser. Et c'est local, c'est dans un projet, c'est un truc qui existe, enfin voilà, qui se pose à nous, quoi. Et là, moi, je suis incapable de prendre une décision informée. Donc, au-delà de... Parce que ça, c'est une culture, c'est une connaissance, finalement, qu'il faut développer. Et ça va mettre un peu de temps, j'ai l'impression. C'était juste une remarque, c'est pas tant une question. Hein. T'as demandé à ChatGPT ? J'ai pas demandé à ChatGPT, mais... Moi, il y avait, dans nos démarches, à un moment, on s'est dit... parce que, pour reprendre, il y a dans le guide de l'éco-production animation de EcoProd, que vous pouvez télécharger sur leur site,
une des démarches, c'est optimiser les rendus. Donc au lieu que vous êtes à, je sais pas, 15 minutes la frame, vous passez à 5 minutes la frame. Donc on s'est dit, oh ben ça, nous, équipe prod un peu lointaine au fond du couloir, il y avait la fabrication là-bas, on allait voir le superviseur, on leur a fait, hey, on a une super idée, vous allez passer du temps maintenant à optimiser vos rendus. Et ils nous ont dit, et moi, le superviseur avec qui je travaille, qui est Olivier Osotimain, un mec très intelligent, qui a aucune volonté d'empêcher la démarche éco-responsable, m'a posé la question, il m'a dit, du coup... Challenge. Comment ? Je dis il y a un challenge pour répondre à cette non, question. mais alors, et en fait, là où on en est arrivé, c'était, d'accord, donc ça t'intéresse de dépenser 3 jours hommes de plus, donc 3 jours machine de quelqu'un sur une machine en plus pour optimiser tes textures, tes lighting, ton compositing derrière, plutôt que de faire un rendu qui certes sera un peu plus long et brut, mais tu l'auras fait une fois et tu auras pris 8 heures versus 3 fois 8 heures. Et donc la réponse c'est, ça dépend du projet. Nous par exemple quand on est sur de la pub ou quand on était, je fais plus de pub, quand on était sur de la pub où il faut aller vite et en plus les allers-retours de toute façon ils sont trop violents pour qu'on passe du temps à optimiser. On fait un gros rendu, il prend 8 heures, fin d'histoire, on l'a fait une fois, en plus c'était du pub de luxe. Par contre, on est sur de la série. On a une scène. Cette scène, on sait que d'après le découpage qui nous a été envoyé, elle va être là dans plus de 150 plans. On en a 400 à faire. C'est une scène importante. Donc là, on peut prendre quelqu'un, on peut même faire plus que 3 jours. On peut faire 10 jours, on a quelqu'un. Et du coup, ce qu'on a fait là-dessus, c'est qu'on a pris du temps, on l'a fait sur Unreal. C'était il y a 4 ans, c'était pas magique, il n'y avait pas encore les nanites et tout ça. Mais bon, on s'est dit, un challenge accepté, on va essayer de la faire sur Unreal. Alors on a pris un mois, là où ça nous aurait peut-être pris 10 jours avec quelqu'un, mais bon, à la fin on avait une scène temps réel, optimisée avec des LOD, donc level of detail, c'est plus détaillé devant, c'est moins détaillé derrière. Et puis pareil, on l'avait découpé en plusieurs parcelles, donc ça veut dire que quand tu regardes pas dans un acte, tu vires. Bon, Unreal le fait automatiquement, mais c'est un peu plus compliqué quand on a nos habitudes traditionnelles. Voilà, mais là ça avait du sens. En fait, voilà, mais bon. Et je suis sûr, parce qu'on l'a bien vu, quand au lieu parce qu'on avait notre première scène, elle était prête en fait, parce qu'on l'a d'abord fait sur des logiciels traditionnels Maya, et puis après on l'a passé sur Unreal, ce qui n'était pas une si bonne idée, mais bref. Sur Maya, on était à 15-20 minutes la frame. Bon, lourd décor, parce que c'était une plage photogrammétrisée de 800 mètres de long. Sur Unreal, on n'était pas du temps réel, on était à 1 minute la frame. Mais voilà, 15 minutes, on fait le rapport. Et puis en plus, c'était pas sur la render farm, c'était sur notre machine en local. On n'avait pas encore de render farm Unreal. Donc en plus, on n'utilisait pas la render farm, on utilisait, c'est exactement le travail qu'a fait la Mush Mush, qui est incroyable. Il faut retrouver le rapport parce qu'ils ont des chiffres qui sont complètement fous, où ils vous expliquent qu'ils sont à 3 jours de rendu pour leur série sur 3 machines, versus ils sont à plus de 2 semaines sur leur render farm. Mais voilà. La réponse, c'est faut étudier le cas et répondre. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit que les chiffres sont importants, parce que c'est difficile de trouver la bonne valeur. Et nous, j'avais pas cette réflexion actuelle à l'époque où on s'est dit la démarche Unreal. À l'époque, la démarche Unreal, on s'est dit testons, et surtout, le temps réel, ça a l'air sympa. Aujourd'hui, le temps réel, ça a l'air sympa. Et en plus, c'est bien en termes d'éco-production. Faut s'éduquer, quoi. Ouais. Je crois que tu viens de dire le truc essentiel, c'est du test and learn et c'est de l'amélioration continue. Tu testes, tu essayes, tu apprends, tu te plantes, tu réessayes. Là, tu vas peut-être acheter ta carte, et puis la prochaine fois, tu feras autrement. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être en prendre une dernière, et puis après, nous allons continuer autour d'une bonne bière et libérer la salle. Bonjour. Non, c'était juste pour préciser et aussi peut-être mettre une suggestion par rapport aux besoins au niveau de la nourriture pour les gens, au niveau de leur responsabilisation. C'est plutôt de les éduquer sur le système de l'hygiène personnelle et surtout les tourner autour de faire peut-être organiser des visites de la médecine du travail dans les entreprises, pour ne serait-ce que pour les postures, l'entretien. Parce que je l'ai vu avant, lorsque j'étais électricien, les gens acceptaient toute critique dès qu'on les responsabilisait vis-à-vis de la santé. Et surtout lorsqu'on les encadrait par des médecins. C'était juste ça. Ah ça c'est une question de confiance. Vous voulez pas rebondir dessus?
Allez, vas-y Étienne, c'est pour toi. Ouais. Déjà, je pense qu'on a eu beaucoup de questions ce soir, ce qui prouve l'importance d'avoir fait cette conférence. Et merci à vous d'être là pour y répondre. Et moi, je vais juste rebondir sur les questions d'un peu avant qui ont évoqué un sujet sans rentrer complètement dedans, qui est le streaming. Parce qu'on a parlé de télétravail, on a parlé des visioconférences, etc. Et là, on s'est concentré sur la partie éco-prod, donc production, sur comment optimiser une production d'un point de vue éco. Mais il y a aussi la partie consommation ensuite du produit fini, que ce soit dans les salles de cinéma, que ce soit en streaming sur Netflix, peu importe. Est-ce que par rapport à cette compris trouver des chiffres, parce qu'en fonction du succès d'une production, la partie consommation va énormément varier d'un point de vue consommation en chiffres. Mais est-ce qu'on a un peu une estimation par rapport à une production moyenne de si on se bat entre guillemets pour une goutte d'eau et sur un mauvais combat, ou si quand même la partie production a quoi qu'il arrive une grosse importance de la pollution, on va dire, globale, par rapport aussi à la partie consommation derrière? Oh, alors là, c'est là où c'est le vertige, parce que déjà, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est entre 90 et 95% des vidéos générées sont générées par des individus, non pas des entreprises, comme nous. Donc on est finalement une goutte d'eau, déjà. Et ça ne va pas s'améliorer. Et l'intelligence artificielle, moi, c'est sur ces 90-95% que ça m'inquiète particulièrement. Et pas sur les usages qu'on pourrait en avoir dans nos studios, d'un point de vue écologique, hein, je parle. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on n'a absolument aucune donnée fiable sur lesquelles on puisse s'appuyer. Pour cause, personne ne veut nous en donner, que ce soit les diffuseurs classiques ou les nouveaux diffuseurs qui, puisque c'est un peu la télévision, c'était un peu la chasse gardée, hein, la donnée sur les consommations. C'est-à-dire que c'est un monde, vous ne les obtiendrez pas. Et si vous allez voir YouTube, vous pouvez bien leur demander, évidemment. Je me suis amusé à leur demander, hein, moi, mais le bilan carbone des œuvres qui sont diffusées sur leur truc, bah, vous n'aurez juste aucune réponse, quoi. Et je ne suis pas sûr qu'on en ait d'ici demain matin. Donc, par exemple, Gyros, dans le jeu vidéo, ils ont inclus ça dans leur calculateur carbone, le Scope 3. Bah, nous, on ne l'a pas mis, on ne peut avoir aucune donnée, donc on ne peut rien tirer de ça. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, c'est nettement plus impactant la manière dont on diffuse nos œuvres que le coût pour les produire. Voilà. Mais vraiment nettement plus important. Voilà. Très bien, merci. C'est moins positif, du coup, comme... Mais c'est hyper... C'est moins positif, mais ça n'empêche pas l'ouverture qu'avaient fait Aristote et Franck avant, qui était que c'est aussi une question de mœurs, d'évolution, etc. Et que là, je faisais le rouleau à parler de chiffres, parce qu'on a évoqué le sujet sans rentrer dedans, mais que c'est pas qu'une question de chiffres de travailler là-dessus. Non, et puis ça prouve aussi l'importance, effectivement, même comme ce soir, même si on est moins nombreux que d'habitude sur des enjeux technologiques, mais de se dire qu'il y a des gens qui sont là, qui vont écouter, et qu'il faut que petit à petit, il y avait beaucoup de décideurs ce soir aussi, et qu'on soit capable de le faire. Voilà. Ben, merci à tous. J'ai même pas eu le temps de remercier tout le monde. Merci, merci beaucoup. Merci. T'as kiffé ? Ouais, franchement. C'était vraiment très